sont là, mon cher confrère. Tous, docteur Papalet. Jean les gazera près de lui. Nous tiendrons très bien tous les trois à l'arrière de la voiture. La carrosserie en est si spacieuse, des strapontins si confortables. Ah, ce n'est pas la construction intriquée de maintenant. Je vous recommande cette valise. J'y ai logé plusieurs appareils qui sont fragiles. Voilà une torpedo que je regretterais longtemps si nous faisions la sottise de la vendre. Car c'est en somme une torpedo avec les avantages de l'ancien double phaéton. Oui, oui. Voyez comme vos valides se logent facilement. Jean ne sera pas gêné du tout. Il est même dommage que vous n'en ayez pas plus. Vous vous seriez mieux rendu compte des commodités de la voiture. Saint-Maurice est loin? 11 km. Notez que cette distance du chemin de fer est excellente pour la fidélité de la clientèle. Les malades ne vous jouent pas le tour d'aller consulter au chef-lieu. Il n'y a donc pas de diligence. Une gabarde si lamentable qu'elle donne envie de faire le chemin à pied. Ici, l'on ne peut guère se passer d'automobile. Surtout dans la profession. Je mets en marche. Oui, commence à mettre en marche, mon ami. Sur le parcours, le paysage est délicieux. Zénaïde Florian l'a décrit dans l'un de ses petits romans, dont j'ai oublié le titre. Tu prends le strapontin, n'est-ce pas? Le docteur Knox se placera près de moi pour bien jouir de la vue. La carrosserie est assez vaste pour que 3 personnes se sentent à l'aise sur la banquette d'arrière. Car il faut pouvoir s'étaler lorsqu'on contemple un panorama. Tout va bien? L'injection d'essence est terminée? Dans les 2 cylindres? Avez-vous pensé à essuyer un peu les bougies? C'eût été prudent après une étape de 11 km. Enveloppez bien le carburateur. Ce vieux foulard vaudrait mieux qu'en chiffon. Très bien, très bien. Pardon, cher confrère. Je m'assois sur ce large strapontin qui est plutôt un fauteuil pliant. La route ne cesse de s'élever jusqu'à Saint-Maurice. À pied, avec tous ces bagages, le trajet serait terrible. En auto, c'est un enchantement. Jadis, mon cher confrère, il m'arrivait de taquiner la muse. J'avais composé un sonnet de 14 vers sur les magnificences naturelles qui vont s'offrir à nous. Du diable, si je me rappelle encore. Profondeur des vallons, retraite pastorale. Albert! Depuis quelques années, tu t'obstines à dire profondeur. C'est l'abîme des vallons qu'il y avait dans les premiers temps. Juste. Oh! Écoutez, mon cher confrère, comme le moteur part bien. À peine quelques tours de manivelle pour appeler les gaz et voilà, une explosion, une autre. Voilà, nous marchons. Croyez-moi, mon cher successeur, car vous êtes dès à présent mon successeur. Vous avez fait une bonne affaire. Oui, dès cet instant, ma clientèle est à vous. Si même le long de la route, quelques patients, me reconnaissant au passage malgré la vitesse, réclament l'assistance de mon art, je m'efface en déclarant « Vous vous trompez, monsieur, voici le médecin du pays. Et je ne ressors de mon trou que si vous m'invitez formellement à une consultation contradictoire. Ah, vous avez eu de la chance de tomber sur un homme qui vous laisse offrir un coup de tête. Mon mari s'était juré de finir sa carrière dans une grande ville. Lancez mon chant du cygne sur un vaste théâtre. Vanité un peu ridicule, n'est-ce pas? Je rêvais de Paris, je me contenterai de Lyon. Au lieu d'achever tranquillement de faire fortune ici. Ne vous moquez pas trop de moi, mon cher confrère. C'est grâce à cette tocade que vous avez eu ma clientèle pour un morceau de pain. Vous trouvez? C'est l'évidence même. En tout cas, je n'ai guère marchandé. Certes, et votre rondeur m'a plu. J'ai beaucoup aimé aussi votre façon de traiter par correspondance et de venir sur place que le marché en poche. Cela m'a semblé chevaleresque ou même américain. Mais je puis bien vous féliciter de l'aubaine, car c'en est une. Une clientèle égale, sans à-coups. Pas de concurrent. Un pharmacien qui ne sort jamais de son rôle. Aucune occasion de dépense. Pas une seule distraction coûteuse. Dans 6 mois, vous aurez économisé le double de ce que vous devez à mon mari. Et je vous accorde 4 échéances trimestrielles pour vous libérer. Ah, sans les rhumatismes de ma femme, je crois que j'aurais fini par vous dire non. Madame Parpalet est rhumatisante. Hélas! Le climat, quoique très salubre en général, ne lui vaut rien en particulier. Y a-t-il beaucoup de rhumatisants dans le pays? Dites, mon cher confrère, qu'il n'y a qu'un des rhumatisants. Voilà qui me semble d'un grand intérêt. Ah oui, pour qui voudrait étudier le rhumatisme. Mais je pense à la clientèle. Oh, pour ça, non. Les gens d'ici n'auraient pas plus l'idée d'aller chez le médecin pour un rhumatisme que vous n'iriez chez le curé pour faire pleuvoir. Mais c'est fâcheux. Regardez donc
docteur, comme le point de vue est ravissant. On se croirait en Suisse. Monsieur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que je démonte le tuyau d'essence. Bien, bien. Précisément, je voulais vous proposer un petit arrêt ici. Pourquoi? Le panorama n'en vaut-il pas la peine? Mais si tu veux t'arrêter, c'est un peu plus joli, un peu plus haut. Eh bien, nous nous arrêterons aussi un peu plus haut. Nous nous arrêterons 2 fois, 3 fois, 4 fois, si le cœur nous en dit. Dieu merci, nous ne sommes pas des chauffards. Observez, mon cher confrère, avec quelle douceur cette voiture vient de stopper. Et comme là-dessus, vous restez constamment maître de votre vitesse. Point capital dans un pays montagneux. Vous vous convertirez à la traction mécanique, mon cher confrère, et plutôt que vous ne le pensez. Mais gardez-vous de la camelote actuelle. Je vous le demande, montrez-nous vos aciers. Il n'y a rien à faire du côté des rhumatismes. On doit pouvoir se rattraper avec les pneumonies, les pleurésies. Profitez donc de notre halte pour purger un peu le tuyau d'essence. Vous me parliez, mon cher confrère? Les pneumonies et les pleurésies, elles sont rares. Le climat est rude, vous le savez. Tous les nouveau-nés chétifs meurent dans les 6 premiers mois sans que le médecin ait intervenu. Ceux qui survivent sont des gaillards durs à cuire. Toutefois, nous avons des apoplectiques et des cardiaques. Ils ne s'en doutent pas une seconde et meurent foudroyés vers la 50aine. Ce n'est pas en soignant des morts subites que vous avez pu faire fortune. Évidemment. Il nous reste d'abord la grippe. Pas la grippe banale, qui ne les inquiète en aucune façon et qu'ils accueillent même avec faveur. Parce qu'ils prétendent qu'elle fait sortir les humeurs viciées. Non, je pense là aux grandes épidémies mondiales de grippe. Ça dit donc, c'est comme le vin de la comète. S'il faut que j'attende la prochaine épidémie mondiale. Moi qui vous parle, j'en ai connu 2. Celle de 89-90 et celle de 1918. En 1918, nous avons eu ici une très grosse mortalité. Plus relativement que dans les grandes villes. N'est-ce pas? Tu avais comparé les chiffres. Avec notre pourcentage, nous laissions derrière nous 83 départements. Il s'était fait soigner. Oui, surtout vers la fin. Et nous avons eu de très belles rentrées à la Saint-Michel. Plaît-il? Ici, les clients payent à la Saint-Michel. Mais quel est le sens de cette expression? Est-ce un équivalent des calendes grecques ou de la Saint-Glagla? Qu'allez-vous chercher là, mon cher confrère? La Saint-Michel est une des dates les plus connues du calendrier. Elle correspond à la fin septembre. Et nous sommes au début d'octobre. Oui. Vous, au moins, vous avez su choisir votre moment pour vendre. Mais voyons, si quelqu'un vient vous trouver pour une simple consultation, il vous paye bien séance tenante. Non, Non, à la Saint-Michel. pas à la Saint-Michel. C'est l'usage. C'est l'usage. Mais s'il ne vient que pour une consultation seule et unique, si vous ne le revoyez plus de l'année. À la Saint-Michel. À la Saint-Michel. D'ailleurs, les gens viennent presque toujours pour une seule consultation. Hein? Mais oui, Alors qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? quel client régulier? Eh bien ceux que l'on visite plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Tu entends ce que dit le docteur? Des clients comme un boulanger ou le boucher. Le docteur est comme tous ses débutants, il se fait des illusions. Croyez-moi, mon cher successeur, vous avez ici le meilleur type de clientèle. Celle qui vous laisse indépendant. Indépendant, vous en avez de bonnes. Je m'explique. Je veux dire que vous n'êtes pas à la merci de quelques clients susceptibles de guérir d'un jour à l'autre et dont la perte fait chavirer votre budget. Dépendant de tous, vous ne dépendez de personne. Voilà. En d'autres termes, j'aurais dû apporter une provision d'asticot et une canne à pêche. Mais peut-être trouve-t-on ça là-haut. La situation commence à devenir limpide. Mon cher confrère, vous m'avez cédé pour quelques billets de 1000 que je vous dois encore. Une clientèle de tout point assimilable à cette voiture, dont on peut dire qu'à 19 francs elle n'est pas chère, mais qu'à 25 elle est au-dessus de son prix. Tenez, comme j'aime à faire les choses largement, je vous en donne 30. Oh, 30 francs de ma torpédo, je ne la lâcherai pas pour 6 000. Pour 6 000. Je m'y attendais. Je ne pourrais donc pas acheter cette voiture. Si au moins vous me faisiez une offre sérieuse. C'est dommage. Je pensais la transformer en bahut breton. Quant à votre clientèle, j'y renoncerais avec la même absence d'amertume s'il était temps encore. Laissez-moi vous dire, mon cher confrère, que vous êtes victime d'une fausse impression. Moi, je croirais plutôt que c'est de vous que je suis victime. Enfin, je n'ai pas coutume de geindre et quand je suis roulé, je ne m'en prends qu'à moi. Rouler? Rouler? Proteste, mon ami, lui, proteste! Je voudrais surtout détromper le docteur Knock. Pour vos échéances, elles ont le tort d'être trimestrielles dans un climat où le client est annuel. Il faudra corriger ça. De toute façon, ne vous tourmentez pas à mon propos, je déteste avoir des dettes. Mais c'est en somme beaucoup moins douloureux qu'un abago, par exemple.
ou qu'un simple furoncle à la fesse. Comment? Vous ne voulez pas nous payer aux dates convenues? Mais je brûle de vous payer, madame. Mais je n'ai aucune autorité sur l'almanach. Il est au-dessus de mes forces de faire changer de place la Saint-Glingla. La Saint-Michel! La Saint-Michel. Mais vous avez bien des réserves. Aucune! Je vis de mon travail. Ou plutôt, j'ai hâte d'en vivre. Et je déplore d'autant plus le caractère mythique de la clientèle que vous me vendez, que je comptais lui appliquer des méthodes entièrement neuves. Il est vrai que le problème ne fait que changer d'aspect. En ce cas, mon cher confrère, vous seriez 2 fois plus coupable de vous abandonner à un découragement prématuré qui n'est que la rançon de votre inexpérience. Certes, la médecine est un riche terroir, mais les moissons n'y lèvent pas toutes seules. Vos rêves de jeunesse vous ont un peu leurré. Votre propos, mon cher confrère, fourmille d'inexactitudes. D'abord, j'ai 40 ans. Mes rêves, si j'en ai, ne sont pas des rêves de jeunesse. Soit, mais vous n'avez jamais exercé. Autre erreur. Comment? Ne m'avez-vous pas dit que vous veniez de passer votre thèse l'été dernier? Oui, 32 pages in octavo sur les prétendus états de santé. Avec cette épigraphe que j'ai attribuée à Claude Bernard. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Nous sommes d'accord, mon cher confrère. Sur le fond de ma théorie? Non, sur le fait que vous êtes un débutant. Pardon, mes études sont en effet toutes récentes, mais mon début de la pratique de la médecine date de 20 ans. Vous avez donc pratiqué sans titre et clandestinement? À la face du monde, au contraire, et non pas dans un trou de province, mais sur un espace d'environ 7000 km. Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Il y a une vingtaine d'années, en me promenant sur le port, je vois annoncer qu'un vapeur de 1700 tonnes à destination des Indes demande un médecin. Le grade de docteur n'étant pas exigé, qu'auriez-vous fait à ma place? Mais rien, sans doute. Vous n'aviez réellement aucune connaissance? Entendons-nous. Depuis mon enfance, j'ai toujours lu avec passion les annonces médicales et pharmaceutiques des journaux, ainsi que les prospectus intitulés modes d'emploi que je trouvais enroulés autour des boîtes de pilules et des flacons de sirop qu'achetaient mes parents. Ces textes m'ont rendu familier de bonne heure avec le style de la profession. Mais surtout, ils m'ont laissé transparaître le véritable esprit et la véritable destination de la médecine, que l'enseignement des facultés dissimule sous le fatras scientifique. Je puis dire qu'à 12 ans, j'avais un sentiment médical correct. Ma méthode actuelle en est sortie. Vous avez une méthode? Je serais curieux de la connaître. Je ne fais pas de propagande, il n'y a que les résultats qui comptent. Aujourd'hui, de votre propre aveu, vous me livrez une clientèle nulle. Nul. Pardon. Revenez voir dans un an ce que j'en aurai fait. La preuve sera péremptoire. En m'obligeant à partir de zéro, vous accroissez l'intérêt de l'expérience. Monsieur, il faut que je démonte aussi le carburateur. Faites. Comme notre conversation se prolonge, j'ai dit à ce garçon d'effectuer son nettoyage mensuel du carburateur. Mais quand vous étiez sur votre bateau, comment vous en êtes-vous tiré? Les 2 dernières nuits avant de m'embarquer, je les ai passées à réfléchir. Mes 6 mois de pratique à bord m'ont servi à vérifier mes conceptions. C'est un peu la façon dont on procède dans les hôpitaux. Vous aviez beaucoup de gens à soigner? L'équipage est 7 passagers de conditions très modestes. 35 personnes en tout. C'est un chiffre. Et vous avez eu des morts? Aucune. C'était d'ailleurs contraire à mes principes. Je suis un partisan de la diminution de la mortalité. Comme nous tous. Vous aussi? Tiens, je n'aurais pas cru. Bref, j'estime que malgré toutes les tentations contraires, nous devons travailler à la conservation du malade. Il y a du vrai dans ce que dit le docteur. Et des malades? Vous en avez eu beaucoup? 35. Tout le monde alors? Oui, tout le monde. Mais comment le bateau a-t-il pu marcher? Un petit roulement à établir. Dites donc, maintenant, vous êtes bien réellement docteur. Parce qu'ici le titre est exigé, et vous nous causeriez de gros ennuis si vous n'étiez pas réellement docteur. Vaudrait mieux nous le confier tout de suite. Je suis bien réellement et bien doctoralement docteur. Quand j'ai vu mes méthodes confirmées par l'expérience, je n'ai eu qu'une hâte, c'est de les appliquer sur la terre ferme et en grand. Je n'ignorais pas que le doctorat est une formalité indispensable. Mais vous nous disiez que vos études étaient toutes récentes. Je n'ai pu les commencer dès ce moment-là. Pour vivre, j'ai dû m'occuper quelque temps du commerce des arachides. Qu'est-ce que c'est? L'arachide s'appelle aussi cacahuète. Oh madame, je n'ai jamais été marché au panier. J'avais créé un office central où les revendeurs venaient s'approvisionner. Je serais millionnaire si j'avais continué cela 10 ans. Mais c'était très fastidieux. D'ailleurs, presque tous les métiers sécrètent l'ennui à la longue, comme je m'en suis rendu compte par moi-même. Il n'y a de vrai décidément que la médecine. Peut-être aussi la politique, la finance et le sacerdoce que je n'ai pas encore essayé. Et vous pensez appliquer vos méthodes ici? Si je ne le pensais pas, madame, je prendrais mes jambes à mon cou et vous ne me rattraperiez jamais. Évidemment, je préférerais une grande ville.
toi qui vas à Lyon, ne pourrais-tu pas demander au docteur quelques renseignements sur sa méthode? Cela n'engage à rien. Mais le docteur Knock ne semble pas disposé à la divulguer. Pour vous être agréable, je puis vous proposer l'arrangement suivant. Au lieu de vous payer Dieu sait quand en espèces, je vous paye en nature. C'est-à-dire que je vous prends 8 jours avec moi et vous initie à mes procédés. Oh, vous plaisantez, cher confrère. C'est peut-être vous qui m'écrirez dans 3 mois pour me demander conseil. Je n'attendrai pas jusque-là. Je compte bien obtenir de vous aujourd'hui même plusieurs indications très utiles. Disposez de moi, cher confrère. Y a-t-il un tambour de ville là-haut? Vous voulez dire un homme qui joue du tambour et qui fait des annonces en public? Parfaitement. Il y a un tambour de ville. La municipalité le charge de quelques avis. Les seuls particuliers qui ont recours à lui sont des gens qui ont perdu leur porte-monnaie ou encore quelques marchands forains qui soldent un déballage de faïence et de porcelaine. Bon, Saint-Maurice a combien d'habitants? 3500 dans l'agglomération, je crois, et près de 6000 dans la commune. Et l'ensemble du canton? Le double au moins. La population est pauvre? Très à l'aise, au contraire, et même riche. Il y a de grosses fermes, beaucoup de gens vivent de leur rente, du revenu de leur domaine. Terriblement avare, d'ailleurs. Il y a de l'industrie? Fort peu. Du commerce? Ce ne sont pas les boutiques qui manquent. Les commerçants sont-ils très absorbés par leurs affaires? Ma foi, non. Pour la plupart, ce n'est qu'un supplément de revenus, une façon d'utiliser leurs loisirs. D'ailleurs, pendant que la femme garde la boutique, le mari se promène. Ou réciproquement. Tu avoueras que c'est plutôt le mari. D'abord, les femmes ne sauraient guère où aller, tandis que pour les hommes, il y a la chasse, la pêche. Les parties de qui? En hiver, le café. Les femmes sont-elles très pieuses? La question a pour moi son importance. Beaucoup vont à la messe. Mais Dieu a-t-il une place considérable dans leur pensée quotidienne? Quelle idée? Parfait. Il n'y a pas de grand vice. Que voulez-vous dire? Opium, cocaïne, messe noire, sodomie, conviction politique. Vous mélangez les choses si différentes. Je n'ai jamais entendu parler d'opium ni de messe noire. Quant à la politique, on s'y intéresse comme partout. Et l'adultère? Quoi donc? A-t-il pris là-haut un développement exceptionnel? Est-il l'objet d'une activité intense? Vos questions sont extraordinaires. Il doit y avoir comme ailleurs des maris trompés, mais sans excès. D'ailleurs, c'est très difficile. Les gens vous surveillent tellement. Bon. Vous ne voyez rien d'autre à me signaler, par exemple dans l'ordre des sectes, des sociétés secrètes, des superstitions? À un moment, plusieurs de ces dames ont fait du spiritisme. Ah. L'on se réunissait chez la noteresse et l'on faisait parler le guéridon. Mauvais. Détestable. Mais je crois qu'elles ont cessé. Ah, tant mieux. Et pas de sorciers non plus, de thaumaturges. Quelques vieux bergers sont dans le bouc qui guérissent à l'imposition des mains. Autrefois, peut-être, mais plus maintenant. En somme, l'âge médical peut commencer. Mon cher confrère, serait-il inhumain de demander à ce véhicule un nouvel effort? J'ai une hâte incroyable d'être à Saint-Maurice. Cela vous vient bien brusquement. Je vous en prie, arrivons là-haut. Qu'est-ce donc de si puissant qui vous y attire? Mon cher confrère, j'ai le sentiment que vous avez gâché là-haut une situation magnifique. Et pour parler votre style, fait laborieusement pousser des chardons là où vous les croître à vergers plantureux. C'est couvert d'or que vous en deviez repartir, les fesses calées sur un matelas d'obligation. Vous, madame, 3 rangs de perles au cou, tous les deux à l'intérieur d'une étincelante limousine, et non point sur ce monument des premiers efforts du génie moderne. Vous plaisantez, docteur. La plaisanterie serait cruelle, madame. Mais alors, c'est affreux. Tu entends, Albert? J'entends que le docteur Knock est un chimérique et de plus un cyclotimique. Il a le jouet d'impressions extrêmes. Tantôt le poste ne valait pas de sous, maintenant c'est un pactole. Toi aussi, tu es trop sûr de toi. Ne t'ai-je pas souvent dit qu'en Saint-Maurice, à sa chef suprême, on pouvait me faire rêver j'étais? Bon! Je reviendrai dans 3 mois pour la première échéance. Nous verrons où en est le docteur Knock. C'est cela, revenez dans 3 mois, nous aurons le temps de causer. Mais je vous en supplie, partons tout de suite. Vous êtes prêts? Oh, moi je serais bien prêt, mais cette fois-ci, je ne crois pas que nous arriverons à la faire marcher tout seul. Comment cela? Eh bien, il faudrait des hommes plus forts. Et si on essayait de la pousser? Peut-être. Mais oui, il y a 20 mètres en plaine. Je prendrai le volant, vous pousserez. Ensuite, vous tâcherez de sauter sur le marchepied au bon moment, n'est-ce pas? Oui. Donc en voiture, mon cher confrère, c'est moi qui vais conduire. Jean, qui est un Hercule, veut s'amuser à nous mettre en marche sans le secours de la manivelle, par une espèce de démarrage que l'on pourrait appeler automatique, bien que l'énergie électrique y soit remplacée par celle des muscles, qui est d'un peu de même nature, il est vrai. Ah.
C'est vous le tampon de ville? Oui, monsieur. Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui docteur ou non docteur. Oui, docteur. Et lorsque vous avez l'occasion de parler de moi au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, Le docteur a dit, le docteur a fait, le docteur a fait. j'y attache de l'importance. Quand vous parliez entre vous du docteur Parpalais, de quel terme vous serviez-vous? Nous disions, c'est un brave homme, mais il n'est pas bien fort. Ce n'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous le docteur? Non, monsieur Parpalais, ou le médecin, ou encore Ravachol. Pourquoi Ravachol? C'est un surnom qu'il avait, mais je n'ai jamais su pourquoi. Et vous ne le jugiez pas très fort? Oh, pour moi, il était bien assez fort. Pour d'autres, il paraît que non. Tiens, Quand on allait le voir, il ne trouvait pas. qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? Ce que vous aviez, 9 fois sur 10, il vous renvoyait, en disant, ce n'est rien du tout, vous serez sur pied demain, mon ami. Vraiment? Ou bien il vous écoutait à peine en faisant, oui, 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 et il se dépêchait de parler d'autre chose, pendant 1 heure. Par exemple, de son automobile. Comme s'il en venait pour ça. Et puis, il vous indiquait des remèdes de 4 sous. Quelquefois, une simple tisane. Vous pensez bien que les gens qui payent 8 francs pour une consultation n'aiment pas trop qu'on leur indique un remède de 4 sous. Et le plus bête n'a pas besoin du médecin pour boire une camomille. Ce que vous m'apprenez me fait réellement de la peine. Mais je vous appelais pour un renseignement. Quel prix demandiez-vous au docteur Parpalais quand il vous chargeait d'une annonce? Ne me cherchez jamais d'une annonce. Oh, qu'est-ce que vous me dites? Depuis 30 ans qu'il était là. Pas une seule annonce en 30 ans, je vous jure. Vous devez avoir oublié, je ne puis pas vous croire. Bref, quels sont vos tarifs? 3 francs le petit tour, 5 francs le grand tour. Ça vous paraît peut-être cher, mais il y a du travail. Je conseille à monsieur, Au docteur. je conseille au docteur que s'il n'en est pas à 2 francs près, de prendre le grand tour, qui est beaucoup plus avantageux. Quelle différence y a-t-il? Avec le petit tour, je m'arrête 5 fois. Devant la mairie, devant la poste, au carrefour des voleurs, devant l'hôtel de la ville et au coin de la halle. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois. C'est à savoir. Bien, je prends le grand tour. Vous êtes disponible ce matin? Tout de suite, si vous voulez. Voici donc le texte de l'annonce. Je suis habituée aux écritures, mais je préfère que vous le lisiez une première fois. Le docteur Knock, Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalais, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice. présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice, Et à l'honneur de lui faire connaître que, et à l'honneur de lui faire connaître que, dans un esprit philanthropique, dans un esprit philanthropique, philanthropique, et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salubres autrefois, ça c'est rudement vrai. il donnera tous les lundis matins, Il donnera tous les lundis matins, de 9h30 à 11h30, de 9h30 à 11h30, une consultation entièrement gratuite, une consultation entièrement gratuite. réservée, Entièrement gratuite, réservée aux habitants du canton, réservée aux habitants du canton. pour les personnes étrangères au canton. Pour les personnes étrangères au canton, La consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Eh bien, c'est une belle idée. Une idée qui sera appréciée. Une idée de bienfaiteur. Mais vous savez que nous sommes lundi? Si je fais mon annonce ce matin, va vous en arriver dans 5 minutes. Si vite que cela, vous croyez? Le lundi, c'est jour de marché. La moitié du canton est là. Mon annonce va tomber dans tout ce monde. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Je tâcherai de me débrouiller. Il y a encore ceci, que c'est le jour de marché que vous avez plus de chances d'avoir des clients. Car M. Parpalais n'envoyait guère que ce jour-là. Si vous les recevez gratis. Vous comprenez, mon ami, ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent,
C'est à Paris que je m'installerai ou à New York. Ah, vous avez mis le doigt dessus. On ne se soigne pas assez. On ne peut pas s'écouter. Quand le mal vous tient, en force. Autant vaudrait-il être des animaux. Je remarque que vous raisonnez avec une grande justesse, mon ami. Oh, sûr que je raisonne, moi. Je n'ai pas l'instruction que je devrais, mais il y en a de plus instruits qui ne me remontreraient pas. Monsieur le maire en sait quelque chose. Si je vous racontais qu'un jour, monsieur... Docteur! Docteur, qu'un jour, monsieur le préfet, en personne, devant la mairie, dans la grande salle des mariages, vous pourriez demander attestation à des notabilités présentes du fait à monsieur le premier adjoint, pour ne pas le nommer, ou à monsieur Michalon, et qu'alors, monsieur le préfet a vu tout de suite à qui il avait affaire, et que le tambour de ville était un tambour qui résonnait bien mieux que d'autres, qui n'étaient pas tambours, mais qui se prenaient pour quelque chose de bien plus fort qu'un tambour. Et qui est-ce qui n'a plus su quoi dire? C'est monsieur le maire. c'est l'exacte vérité. Il n'y a pas un mot à changer. On jurait que vous étiez caché là dans un petit coin. Je n'y étais pas, mon ami. Alors c'est quelqu'un qui vous l'a raconté, et quelqu'un de haut placé. Vous ne montrez pas de la tête que vous en avez causé récemment à monsieur le préfet. Donc je compte sur vous, mon ami. Et rondement, n'est-ce pas? Je ne pourrai pas venir tout à l'heure, ou j'arriverai trop tard. Et ça serait un effet de votre bonté, me donner ma consultation maintenant? Oui, mais dépêchons-nous. J'ai rendez-vous avec mademoiselle Bernard, l'institutrice, et monsieur le pharmacien Mousquet. Il faut que je les soive avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Voilà. Quand j'ai dîné, je sens une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille, ou plutôt ça me gratouille. Attention! Ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille, mais ça me chatouille bien un peu aussi. Désignez-moi exactement l'endroit. Par ici, Par ici. Où cela, par ici? là, peut-être là, entre les deux. Juste entre les deux? Ça ne serait pas plutôt un rien à gauche? Là où je mets mon doigt? Ah, il me semble bien. Ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Oui, on dirait que ça me fait mal. Est-ce que ça vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Je n'en mange jamais. Mais effectivement, si j'en mangeais, ça me gratouillerait plus. Ah, très important. Ah. Quel âge avez-vous? 51, dans mes 52. Près de 52 ou de 51? 52, je les aurai fin novembre. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez la chambre. J'irai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites, mais ne le dites pas, c'est une faveur. Vous êtes trop bon, docteur. Mais c'est donc grave ce que j'ai. Ce n'est peut-être encore pas très grave, mais il était temps de vous soigner. Vous fumez? Non, je chic. Défense absolue de chiquer. Vous aimez le vin? J'en bois raisonnablement. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui, docteur. Sagesse totale de ce côté-là. Hein? Je puis manger? Aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Mais vous ne croyez pas que je devrais me coucher tout de suite? Je me sens réellement pas à mon aise. Gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais de se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Faites vos annonces comme si de rien n'était et attendez tranquillement jusqu'à ce soir.
Bonjour, mademoiselle Bernard. Je ne vous ai pas trop dérangé en vous priant de venir à cette heure-ci. Non, non, docteur, j'ai une minute. On attend de sauver la récréation. J'étais impatient de m'entretenir avec vous. Nous avons tant de choses à faire ensemble et de si urgentes. Ce n'est pas moi qui laisserai s'interrompre la collaboration si précieuse que vous accordiez à mon prédécesseur. La collaboration? Remarquez, je ne suis pas homme à imposer mes idées, ni à faire table rase de ce qu'on a édifié avant moi. Au début, c'est vous qui serez mon guide. Je ne vois pas bien. Ne touchons à rien pour l'instant. Nous améliorerons par la suite s'il y a lieu. Mais Qu'il s'agisse de la propagande ou des causeries populaires, ou de nos petites réunions à nous, vos heures seront les miennes, vos procédés seront les miens. c'est que, docteur, je crains ne pas bien saisir à quoi vous faites allusion. Voyons, je veux dire tout simplement que je désire maintenir intacte la liaison avec vous, même pendant ma période d'installation. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Voyons, vous étiez bien en relation constante avec le docteur Parpalais. Je le rencontrais de temps en temps, en sortant de la messe, quand il se rendait à l'estaminet. Ce n'est pas de ces relations-là que je veux parler. Nous n'en avions pas d'autres. Mais comment vous étiez-vous réparti l'enseignement populaire de l'hygiène, l'œuvre de propagande dans les familles, que sais-je, moi? Les 1000 besognes que le médecin et l'institutrice ne peuvent faire que d'accord. Nous ne nous étions rien repartis du tout. Quoi? Vous aviez préféré agir chacun isolément? C'est bien plus simple. Nous n'y avons jamais pensé ni l'un ni l'autre. C'est la première fois qu'il est question d'une chose pareille à Saint-Maurice. Ah. Si je ne l'entendais pas de votre bouche, je vous assure que je n'en croirais rien. Je suis désolée de vous causer cette déception. Mais ce n'est pas moi qui pouvais prendre une initiative de ce genre-là. Vous l'admettrez. Même si j'en ai eu l'idée, et même si le travail de l'école me laissait plus de loisirs. Évidemment, vous attendiez un appel qui n'est pas venu. Chaque fois qu'on m'a demandé un service, j'ai tâché de le rendre. Je le sais, mademoiselle Bernard, je le sais. Voilà donc toute une population qui est entièrement abandonnée à elle-même au point de vue hygiénique et prophylactique. Dame! Je parie qu'ils boivent de l'eau sans penser aux milliards de bactéries qu'ils avalent à chaque gorgée. Oh, certainement! Savent-ils même ce que c'est comme microbe? J'en doute fort. Quelques-uns connaissent ce mot, mais ils doivent se figurer qu'il s'agit d'une espèce de mouche. C'est effrayant. Écoutez, chère mademoiselle Bernard, nous ne pouvons pas, nous deux, réparer en 8 jours des années de... disons, d'insouciance. Mais il faut faire quelque chose. Je n'y me refuse pas. Je crains seulement de ne pas vous être d'un grand secours. Mademoiselle Bernard, quelqu'un qui est bien renseigné sur vous m'a révélé que vous aviez un grave défaut. La modestie. Vous êtes la seule à ignorer que vous possédez ici une autorité morale et une influence personnelle peu commune. Je vous demande pardon d'avoir à vous le dire. Rien de sérieux ici ne se fera sans vous. Vous exagérez, docteur. Ah, c'est entendu, je puis soigner mes malades sans vous. Mais la maladie, qui est-ce qui m'aidera à la combattre, à la débusquer? Qui est-ce qui instruira ces pauvres gens sur les périls de chaque seconde qui assiègent leur organisme? Qui leur apprendra qu'on ne doit pas attendre d'être mort pour appeler le médecin? Ils sont très négligents, je n'en disconviens pas. Commençons par le commencement. J'ai ici la matière de plusieurs conduits de vulgarisation, des notes très complètes, de bons clichés et une lanterne. Vous arrangerez tout ça comme vous savez le faire. Tenez. Pour débuter, une petite conférence toute écrite, ma foi, est très agréable sur la fièvre typhoïde. Les formes insoupçonnées qu'elle prend. Ses véhicules innombrables. Eau, pain, lait, coquillages, légumes, salades, haleines, etc. Les semaines et les mois durant lesquels elle couvre sans se trahir. Les accidents mortels qu'elle déchaîne soudain. Les complications redoutables qu'elle charrie à sa suite. Le tout agrémenté de jolies vues. Bacille formidablement grossi. Détail d'excréments typiques. Ganglions infectés. Perforation d'intestin. Et blanc noir. En couleur. Des roses, des marrons, des jaunes et des blancs verdâtres que vous imaginez. C'est que je n'ai déjà pas une santé si solide. Mes parents ont eu beaucoup de peine à m'élever. Je sais bien que sur vos clichés, Voilà justement ce qu'il faut. Qu'ils n'endorment pas. Et vous, mademoiselle Bernard, vous y habituerez. Eux qui ne dorment pas. Car leur vérité, c'est de dormir dans une sécurité trompeuse où les réveille trop tard le coup de foudre de la maladie. j'ai déjà
pas une santé si solide. Je suis déjà... Pour ceux que notre première conférence aurait laissé froid, j'en tiens une autre dont le titre n'a l'air de rien. Les porteurs de germes. Il y est démontré, clair comme le jour, à l'aide de cas observés, qu'on peut se promener avec une figure ronde, une langue rose et un excellent appétit, et receler dans tous les replis de son corps des trions de bacilles de la dernière virulence capable d'infecter un département. Fond de la théorie et de l'expérience, j'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple. Absolument rien ne me dit que vous n'en êtes pas un. Je serais curieux de connaître quelqu'un qui, au sortir de cette deuxième petite causerie, se sentirait d'humeur à batifoler. Vous pensez que moi, docteur, je suis un porteur de germes? Pas vous spécialement, j'ai pris un exemple. Mais j'entends la voix de Monsieur Mousquet. À bientôt, mademoiselle Bernard. Et merci de votre adhésion, dont je ne doutais pas. Asseyez-vous, cher monsieur Mousquet. Hier, j'ai eu à peine le temps de jeter un coup d'œil sur l'intérieur de votre pharmacie. Mais il n'en faut pas davantage pour constater l'excellence de votre installation, l'ordre méticuleux qui y règne, le modernisme du moindre détail. Docteur, vous êtes trop indulgent. C'est une chose qui me tient au cœur. Pour moi, le médecin qui ne peut pas s'appuyer sur un pharmacien de premier ordre est un général qui va à la bataille sans artillerie. Je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. Et moi de me dire qu'une organisation comme la vôtre trouve certainement sa récompense. Et que vous vous faites bien dans l'année un minimum de 25 000. De bénéfices? Mon Dieu, si seulement je m'en faisais la moitié. Cher monsieur Mousquet, vous avez en face de vous non pas un agent du fisc, mais un ami. Et j'ose dire un collègue. Je ne vous fais pas l'injure de me méfier de vous. Je vous ai malheureusement dit la vérité. J'ai toutes les peines du monde à dépasser les 10 000. Savez-vous bien que c'est scandaleux? Dans ma pensée, le chiffre de 25 000 était un minimum. Vous n'avez pourtant pas de concurrent. Aucun, après de Saint-Lieu à la ronde. Alors quoi? Des ennemis? Je ne m'en connais pas. Jadis, vous n'auriez pas eu d'histoire fâcheuse. Une distraction. 50 grammes de laudanum en place d'huile de ricin, ceci vite fait. Pas le plus minime incident, je vous prie de croire en 20 années d'exercice. Alors j'aurais pu y informer d'autres hypothèses. Mon prédécesseur aurait-il été au-dessous de sa tâche? C'est une affaire de point de vue. Encore une fois, cher monsieur Mousquet, nous sommes strictement entre nous. Le docteur Parpalet est un excellent homme et nous avions les meilleures relations privées. Mais on ne ferait pas un gros volume avec le recueil de ses ordonnances. Vous l'avez dit. Quand je rapproche tout ce que je sais de lui maintenant, je n'arrive à me demander s'il croyait vraiment à la médecine. Dans les débuts, je faisais loyalement mon possible. Dès que les gens se plaignaient à moi et que cela me paraissait un peu grave, je les lui envoyais. Bonsoir, je ne les voyais plus revenir. Ce que vous me dites m'affecte plus que je ne voudrais. Nous avons, cher monsieur Mousquet, deux des plus beaux métiers qu'on connaisse. N'est-ce pas une honte que de les faire peu à peu déchoir du haut sommet de puissance et de prospérité où nous devanciers les avait mis? Le mot de sabotage me vient aux lèvres. Certes, toute question d'argent à part,
Il y a conscience à se laisser ainsi glisser au-dessous du ferblantier et de l'épicier. Je vous assure que ma femme serait bien empêchée de se payer les chapeaux et les bas de soie que la femme du ferblantier arbore semaine et dimanche. Taisez-vous, cher ami, vous me faites mal. C'est comme si j'entendais dire que la femme d'un président de chambre en est réduite à laver le linge de sa boulangère pour avoir du pain. Si Madame Mousquet était là, vos paroles lui iraient à l'âme. Dans un canton comme celui-ci, nous devrions, vous et moi, ne pas pouvoir suffire à la besogne. C'est juste. Je pose en principe que tous les habitants du canton sont ipso facto nos clients désignés. Tous, c'est beaucoup demandé. Je dis tous. Il est vrai qu'à un moment ou l'autre de son existence, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion? Point du tout. Client régulier, client fidèle. Encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade! Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses et évolutions plus ou moins rapides. Naturellement, si vous allez leur dire qu'ils se portent bien, ils ne demandent qu'à vous croire. Mais vous les trompez. Votre seule excuse est que vous ayez déjà trop de malades à soigner pour en prendre de nouveaux. En tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, monsieur Mousquet. Réfléchissez-y. Et toute proche parente de l'admirabilité de la nation armée qui fait la force de nos États. Vous êtes un penseur, vous, docteur Knock. La pensée mène le monde. Les matérialistes auront bon soutenir le contraire. Écoutez, je suis peut-être présomptueux. D'amères désillusions me sont peut-être réservées. Mais si, dans un an, jour pour jour, vous n'avez pas gagné les 25 000 francs nets qui vous sont dus, si Madame Mousquet n'a ni les robes, les chapeaux et les bas que sa condition exige, je vous autorise à venir me faire une scène ici, et je vous tendrai les 2 jours pour que vous m'y déposiez chacun un soufflet. Je serais un ingrat si je ne vous remerciais pas avec effusion, et un misérable si je ne vous aidais pas de tout mon pouvoir. Bien, bien, bien. Comptez sur moi, comme je compte sur vous. Ah, voici les consultants, une douzaine déjà. Marielle, prévenez les nouveaux arrivants que je ne puis plus recevoir personne après 11h30, du moins en consultation gratuite. C'est vous qui êtes la première, madame? Vous êtes bien du canton? Je suis de la commune. De Saint-Maurice même? J'habite la grande ferme qui est sur la route de Luchère. Elle vous appartient? Oui, à mon mari et à moi. Si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. Pensez, monsieur, 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Tiens, vous n'avez pas de domestique? Donc si, 3 valets, 2 servantes et les journaliers à la belle saison. Je vous plains, il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner. Oh non, Et pourtant, vous souffrez. ce n'est pas le mot. J'ai plutôt la fatigue. Oui, vous appelez cela de la fatigue. Tirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Non. Vous êtes constipé. Oui. Assez. Baissez la tête. Respirez. Toussez. Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petite? Je ne me souviens pas. Vous n'avez jamais mal ici le soir en vous couchant? Comme une courbature? Oui, des fois. Essayez de vous rappeler. Ça devait être une grande échelle. Ça se peut bien. C'était une échelle d'environ 3,50 mètres posée contre un mur. Vous êtes tombé à l'arbre renverse. C'est la fesse gauche, heureusement, qui a porté. Ah oui. Vous aviez déjà consulté le docteur Parpalais? Non, Pourquoi? jamais. Pourquoi? Il ne donnait pas de consultation gratuite. Vous vous rendez compte de votre état? Non.
Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? J'ai envie. J'aime mieux vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Oh mon Dieu, et pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes un mal qu'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Et combien est-ce que ça me coûterait? Qu'est-ce que valent les veaux actuellement? Ça dépend des marchés et de la grosseur. Mais on peut guère en avoir de propre à moins de 400 à 500 francs. Et les cochons gras? Il y en a qui font plus de 1000. Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux. Ah là! Près de 3000 francs! C'est une désolation, je suis pas vrai. Si vous aimez mieux faire un pèlerinage, je ne vous en empêche pas. Oh, un pèlerinage. Ça revient cher aussi. Et ça ne réussit pas souvent. Mais qu'est-ce que je peux donc bien avoir de si terrible que... Je vais vous l'expliquer en 1 minute. Voici votre moelle épinière. Vous reconnaissez ici votre faisceau de turc et ici votre colonne de Clark. Vous me suivez? Eh bien, quand vous êtes tombé de votre échelle, votre turc et votre Clark ont glissé en sens inverse de quelques dixièmes de millimètre. Vous me direz que c'est très peu. Évidemment. Mais c'est très mal placé. Et puis vous avez ici un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Remarquez que vous ne mourrez pas du jour au lendemain. Vous pouvez attendre. Oh, j'ai bien eu du malheur de tomber de cette échelle. Je me demande même s'il ne vaut pas mieux laisser les choses comme elles sont. L'argent est si dur à gagner, tandis que les années de vieillesse, on en a toujours bien assez pour le plaisir qu'elles donnent. Et en faisant cela plus grossièrement, vous pourriez pas me guérir à moins cher? À condition que ce soit bien fait tout de même. Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Ça ne vous coûtera presque rien. Au bout de quelques jours, vous vous rendrez compte par vous-même de la tournure que prendra le mal, et vous vous déciderez. Oui, c'est ça. Il va falloir rentrer chez vous. Vous êtes venu en voiture? Non, à pied. Il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant. Une chambre où vous serez seul autant que possible. Faites fermer les volets et les rideaux pour que la lumière ne vous gêne pas. Défendez qu'on vous parle. Aucune alimentation solide pendant 1 semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures. Et à la rigueur, une moitié de biscuits matin et soir trempés dans un doigt de lait. Mais j'aimerais autant que vous vous passiez de biscuits. Vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillard, si vos forces et votre gaieté sont revenues, c'est que le mal est moins sérieux qu'on ne pouvait croire, et je serai le premier à vous rassurer. Si au contraire, vous éprouvez une faiblesse générale, des lourdeurs de tête, et une certaine paresse à vous lever, l'hésitation ne sera plus permise et nous commencerons le traitement. C'est convenu? Comme vous voudrez. Je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier. Et j'irai vous voir bientôt. Mariette, aide madame à descendre l'escalier à trouver une voiture. Vous devez bien être étonné, docteur, de me voir ici. Vous devez bien être étonné, docteur, de me voir ici. Un peu étonné, madame. Qu'une dame bonne et demoiselle Lampouma viennent à une consultation gratuite, c'est en effet assez extraordinaire. C'est surtout flatteur pour moi. Vous vous dites peut-être que c'est là un des jolis résultats du gâchis actuel, et que tandis qu'une quantité de malotrus et de marchands de cochons roulent carrosse et sable le champagne avec des actrices, une demoiselle Lampouma dont la famille remonte sans interruption jusqu'au XIIIe siècle et a possédé jadis la moitié du pays, et qui a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département, est réduite à faire la queue avec les pauvres et pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a déjà vu mieux. Hélas, oui.
Je ne vous dirai pas que mes revenus sont restés ceux qu'ils étaient autrefois, ni que j'ai conservé la maisonnée de 6 domestiques et l'écurie de 4 chevaux qui étaient de règle dans ma famille jusqu'à la mort de mon oncle. J'ai même dû vendre l'an dernier un domaine de 160 hectares, la Michouille, qui me venait de ma grand-mère maternelle. Ce nom de la Michouille aurait des origines gréco-latines, à ce que prétend monsieur le curé. Il dériverait de mycodium et voudrait dire haine du champignon. Pour cette raison qu'on n'aurait jamais trouvé un seul champignon sur ce domaine, comme si le sol en avait horreur. Il est vrai qu'avec les impôts et les réparations, il ne me rapportait plus qu'une somme ridicule. D'autant que, depuis la mort de mon mari, les fermiers abusaient volontiers de la situation et sollicitaient à tout bout de champ des réductions et des délais. J'en avais assez. Ne croyez-vous pas, docteur, que tout compte fait, j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine? Je le crois, madame. Surtout si vous aimez les champignons. Et si d'autre part, vous avez bien placé votre argent. Ah, vous avez touché le vif de la plaie. Je me demande jour et nuit si je l'ai bien placé. Et j'en doute terriblement. J'ai suivi les conseils de ce gros bêta de notaire, en demeurant le meilleur des hommes. Mais je le crois moins lucide que le guéridon de sa chère femme, qui, comme vous le savez, servit quelque temps de truchement aux esprits. En particulier, j'ai acheté un tas d'actions de charbonnage. Docteur, que pensez-vous du charbonnage? Ce sont en général d'excellentes valeurs. Un peu spéculatives, peut-être. Sujettes à des hausses inconsidérées. Suivies de baisses inexplicables. Oh mon Dieu! J'ai l'impression de les avoir achetés en pleine hausse! Et j'en ai pour plus de 50 000 francs! D'ailleurs, c'est une folie de mettre une somme pareille dans les charbonnages quand on n'a pas une grosse fortune. Il me semble en effet qu'un tel placement ne devrait jamais représenter plus du 10e de l'avoir total. Ah, pas plus du 10e? Mais s'il ne représente pas plus du 10e, ce n'est pas une folie proprement dite. Nullement. Vous me rassurez, docteur, j'en avais besoin. Vous ne sauriez croire quel tourment me donne la gestion de mes 4 sous. Je me dis parfois qu'il me faudrait d'autres soucis pour chasser celui-là. Docteur, la nature humaine est une pauvre chose. Il est écrit que nous ne pouvons déloger un tourment qu'à condition d'en installer un autre à la place. Mais au moins trouve-t-on quelques répits à en changer. Je voudrais ne plus penser toute la journée à mes locataires, à mes fermiers, à mes titres. Mais je ne puis pourtant pas, à mon âge, courir les aventures amoureuses. Ni entreprendre de voyages autour du monde. Mais vous attendez sans doute que je vous explique pourquoi j'ai fait que à votre consultation gratuite. Quelle que soit votre raison, madame, elle est certainement excellente. Ah, voilà, j'ai voulu donner l'exemple. Je trouve que vous avez eu là, docteur, une belle et noble inspiration. Mais je connais mes gens. J'ai pensé, ils n'en ont pas l'habitude. Ils n'iront pas. Et ce pauvre monsieur en sera pour sa générosité. Et je me suis dit, s'il voit qu'une dame bonne et demoiselle Lampouma n'hésitent pas à inaugurer les consultations gratuites, ils n'auront plus honte de s'y montrer, car mes moindres gestes sont observés et commentés. C'est bien naturel. Votre démarche est très louable, madame. Je vous en remercie. Je suis enchantée, docteur, d'avoir fait votre connaissance. Je reste chez moi toutes les après-midi. Il vient quelques personnes. Nous faisons salon autour d'une théière Louis XV que j'ai héritée de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse de côté pour vous. Vous savez, je suis réellement très tourmentée avec mes locataires et mes titres. Je passe des nuits sans dormir. C'est horriblement fatigant. Ne connaîtriez-vous pas, docteur, un secret pour faire dormir? Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie. Très longtemps. Vous en aviez parlé au docteur Parpalet? Oui, plusieurs fois. Que vous a-t-il dit? De lire chaque soir 3 pages du Code civil. C'était une plaisanterie. Le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Peut-être a-t-il eu tort, car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Vraiment? L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, plus particulièrement
à une altération des vaisseaux dites en tuyaux de pipe. Vous avez peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyaux de pipe. C'est un tuyau de pipe. L'usage du tabac, docteur, y serait-il pour quelque chose? Je prise un peu. C'est un point qu'il faudra examiner. L'insomnie peut aussi provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névroglie. Ça doit être affreux. Expliquez-moi cela, docteur. Représentez-vous un crabe, ou un poulpe, ou une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous suçoter, de vous déchiqueter doucement la cervelle. Voilà certainement ce que je dois avoir. Je le sens bien. Je vous en supplie, docteur, tuez-moi tout de suite. Une piqûre, une piqûre. Ou plutôt, ne m'abandonnez pas. Je me sens glissée au dernier degré de l'épouvante. Ce doit être absolument incurable et mortel. Non. Il y a un espoir de guérison? Oui, à la longue. Ne me trompez pas, docteur, je veux savoir la vérité. Tout dépend de la régularité et de la durée du traitement. Mais de quoi peut-on guérir? De la chose au tuyau de pipe? Ou de l'araignée? Car dans mon cas, je sens que c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je n'oserais peut-être pas donner cet espoir à un malade ordinaire qui n'aurait ni le temps ni les moyens de se soigner selon les méthodes les plus modernes. Avec vous, c'est différent. Oh, je serai une malade très docile, docteur. Soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il faudra, surtout si ce n'est pas trop douloureux. Aucunement douloureux. Puisque c'est à la radioactivité que l'on fait appel. La seule difficulté, c'est d'avoir la patience de poursuivre bien sagement la cure pendant 2 ou 3 années. Et aussi d'avoir sous la main un médecin qui s'astreigne à une surveillance incessante du processus de guérison, un calcul minutieux des doses radioactives, et à des visites presque quotidiennes. Moi, je ne manquerai pas de patience. Mais c'est vous, docteur, qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi autant qu'il le faudrait. Vouloir, je ne demanderai pas mieux. Il s'agit de pouvoir. Vous demeurez loin? Non, à 2 pas, la maison qui est en face du coin public. J'essayerai de faire un bond tous les matins jusque chez vous, sauf le dimanche et le lundi à cause de mes consultations. Mais ce ne sera pas trop d'intervalle, 2 jours d'affilée. Je resterai pour ainsi dire sans soi du samedi au mardi. Je vous laisserai des instructions détaillées, et puis quand je trouverai une minute, je passerai le dimanche matin ou le lundi après-midi. Ah, tant mieux, tant mieux. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout de suite? Rentrez chez vous, gardez la chambre. Je passerai vous voir demain matin et je vous examinerai plus à fond. Je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui. Si. Passez chez Monsieur Mousquet et priez-le d'exécuter aussitôt cette première petite ordonnance. Mais Marielle, qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Vous avez bien dit que la consultation gratuite, c'est 11h30. Je l'ai dit, mais ils veulent rester. Quelle est la première personne? Lequel de vous deux? Bien. Habillez-vous. Vous avez encore votre père? Non. Il est mort. De mort subite. Oui. C'est ça. Il ne devait pas être très vieux. 49 ans. Si vieux que ça. Je vais vous montrer dans quel état sont vos principaux organes. Voilà les reins d'un homme ordinaire. Voici les vôtres. Voici votre foie. Voici votre cœur. Mais chez vous, le cœur est déjà plus abîmé qu'on ne l'a représenté là-dessus. Docteur, peut-être faudrait-il que j'arrête de boire? Vous ferez comme vous voudrez. Y a-t-il des médicaments à prendre? Ce n'est guère la peine. À vous maintenant. Si vous voulez, je reviendrai à une consultation payante. C'est tout à fait inutile. Je n'ai rien, monsieur le docteur. Qu'est-ce que vous en savez? Je me porte bien, monsieur le docteur. Alors pourquoi vous êtes venu? Pour accompagner mon camarade, monsieur le docteur. Il n'était pas assez grand pour venir tout seul? Allons, déshabillez-vous. Non,
Non, non, monsieur le docteur. Une prochaine fois, monsieur le docteur. On reviendra une prochaine fois, monsieur le docteur. La voiture est arrivée? Oui, madame. On disait que la route était coupée par la neige. Oh, 15 minutes de retard. À qui sont ces bagages? À madame de Livron, qui vient consulter. Mais nous ne l'attendions que pour ce soir. Erreur. La dame de ce soir vient de Saint-Marcelin. Et cette valise? À la vachole. Comment? Monsieur Barpalet est ici? À 50 mètres derrière moi. Qu'est-ce qu'il vient faire? Pas reprendre sa place, bien sûr. Consulter. Propre. Mais il n'y a que le 9 et le 14 de disponibles. Je garde le 9 pour la dame de Saint-Marcelin. Je mets la dame de Livron 14. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Ravachol qu'il ne restait rien? Il reste le 14. Je n'avais pas d'instruction pour choisir entre la dame de Livron et Ravachol. Je suis très ennuyée. Vous tâcherez de vous débrouiller. Moi, il faut que je m'occupe de mes malades. Pas du tout, Scipion. Attendez, monsieur Barpalet, et expliquez-lui qu'il n'y a plus de chambre. Je ne puis pas lui dire ça moi-même. Désolé, patronne. J'ai juste le temps de passer ma blouse. J'ai à recueillir les urines du 5 et du 8, les crachats du 2, la température du 1, du 3, du 4, du 12, du 17, du 18 et le reste. Je n'ai pas envie de me faire engueuler.
Vous ne montez même pas les valises de cette dame? La bonne, elle enfile des perles. Il y a quelqu'un? Madame Rémy! Scipio! C'est curieuse. Voilà toujours ma valise. Scipio! Monsieur, vous demandez? Je voudrais voir la patronne, Pourquoi, monsieur? pour qu'elle m'indique ma chambre. Je ne sais pas, moi. Vous êtes un des malades annoncés. Je ne suis pas un malade, mademoiselle, je suis un médecin. Vous venez assister le docteur. Le fait est qu'il en aurait bien besoin. Mais mademoiselle, vous ne me reconnaissez pas? Non, pas du tout. Le docteur Parpalais. Il y a 3 mois encore, j'étais médecin de Saint-Maurice. Sans doute n'êtes-vous pas du pays. Si. Mais je ne savais pas qu'il y avait eu un médecin ici, avant le docteur Knock. Vous m'excuserez, monsieur. La patronne va sûrement venir. Il faut que je termine la stérilisation de mes têtes d'oreiller. Cet hôtel a pris une physionomie singulière. Il est encore là. Bonjour, monsieur Parpalais. Vous ne venez pas pour loger, au moins? Mais si! Comment allez-vous, Madame Rémy? Voilà bien, je n'ai plus de chambre. C'est donc jour de foire aujourd'hui? Non, jour ordinaire. Et toutes vos chambres sont occupées. Un jour ordinaire. Qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Des malades. Des malades? Oui, des gens qui suivent un traitement. Et pourquoi logent-ils chez vous? Parce qu'il n'y a pas d'autre hôtel à Saint-Maurice. D'ailleurs, ils ne sont pas si à plaindre que cela chez nous, en attendant notre nouvelle installation. Ils reçoivent tous les soins sur place et toutes les règles de l'hygiène moderne sont observées. Mais d'où sortent-ils? Les malades? Depuis quelque temps, il en vient un peu partout. Au début, c'était des gens de passage. Je ne comprends pas. Oui, des personnes qui se trouvaient à Saint-Maurice pour leurs affaires. Ils entendaient parler du docteur Knock dans le pays, et à tout hasard, ils allaient le consulter. Évidemment, sans bien se rendre compte de leur état. Ils avaient le pressentiment de quelque chose. Mais si leur bonne chance ne les avait pas conduits à Saint-Maurice, plus d'un serait mort à l'heure qu'il est. Et pourquoi serait-il mort? Comme ils ne se doutaient de rien, ils auraient continué à boire, à manger, à faire 100 autres imprudences. Et tous ces gens sont restés ici? Oui. En revenant de chez le docteur Knock, il se dépêchait de se mettre au lit et il commençait à suivre le traitement. Aujourd'hui, ce n'est déjà plus pareil. Les personnes que nous recevons ont entrepris le voyage exprès. L'ennui, c'est que nous manquons de place. Nous allons faire construire. C'est extraordinaire. En effet, cela doit vous sembler assez extraordinaire à vous. S'il fallait que vous veniez à la vie du docteur Knock, je crois que vous crieriez grâce. Et quelle vie mène-t-il donc? Une vie de forçat. Dès qu'il est levé, c'est pour courir à ses visites. À 10 heures, il passe à l'hôtel. Vous la verrez dans 5 minutes. Puis les consultations chez lui et les visites jusqu'au bout du canton. Je sais bien qu'il a son automobile. Une belle voiture qu'il conduit à fond de train. Mais je suis sûre qu'il lui arrive plus d'une fois de déjeuner d'un sandwich. C'est exactement mon cas à Lyon. Ah, ici pourtant vous aviez su vous faire une petite vie tranquille. Vous rappelez-vous de vos parties de billard à l'estaminet? Il faut croire que de mon temps, les gens se portaient mieux. Ne dites pas cela, monsieur Parpalais. Il n'avait pas l'idée de se soigner, c'est tout différent. Il y en a qui s'imaginent que dans nos campagnes, nous sommes encore des sauvages.
que nous n'avons aucun souci de notre personne et que nous attendons que notre heure soit venue de crever comme les animaux et que les remèdes, les régimes, les appareils et tous les progrès, c'est pour les grandes villes. Erreur, monsieur Marpalet! Nous nous apprécions autant que quiconque et même si nous n'aimons pas gaspiller notre argent, on n'hésite pas à se payer le nécessaire. Vous, monsieur Marpalet, vous en êtes aux paysans d'autrefois qui coupaient les sous en 4 et qui auraient mieux aimé perdre un œil à une jambe que d'acheter 3 francs de médicaments. Les choses ont changé, Dieu merci. Enfin, si les gens ont assez d'être bien portants, et s'ils veulent s'offrir le luxe d'être malades, ils auraient tort de se gêner. D'ailleurs, c'est tout bénéfice pour le médecin. En tout cas, personne ne vous laissera dire que le docteur Knock est intéressé. C'est lui qui a créé les consultations gratuites que nous n'avions jamais connues ici. Pour les visites, il fait payer les moyens, les gens qui en ont les moyens. Avouez qu'autrement, ce serait malheureux. On le voit, traverser tout le canton, dépenser 10 francs d'essence et s'arrêter avec sa belle voiture devant la cahute d'une pauvre vieille qui n'a même pas un fromage de chèvre à lui donner. Et il ne faut pas insinuer non plus qu'il découvre des maladies aux gens qui n'en ont pas. Moi, la première, je me suis peut-être fait examiner 10 fois depuis qu'il vient quotidiennement à l'hôtel. Chaque fois, elle s'y est prêtée avec la même patience, m'auscultant des pieds à la tête, avec tous ses instruments, et perdant un bon quart d'heure. Il m'a toujours dit que je n'avais rien, que je ne devais pas me tourmenter, que je n'avais qu'à bien manger et qu'à bien boire. Et pas question de lui faire accepter un centime. La même chose pour mademoiselle Bernard, l'institutrice, qui s'était mis dans la tête qu'elle était porteuse de germes et qui n'en vivait plus. Pour la rassurer, le docteur Knock a été jusqu'à lui analyser 3 fois ses excréments. D'ailleurs, voici M. Bousquet, qui vient faire une prise de sang 15 avec le docteur. Vous pourrez causer ensemble. Et puis, donnez-moi tout de même votre valise. Je vais essayer de vous trouver un coin. Le docteur n'est pas encore là. Oh, le docteur Parpalet. Revenons, ma foi. Il y a si longtemps que vous nous avez quittés. Si longtemps, mais non, 3 mois. C'est vrai, 3 mois. Cela me semble prodigieux. Et vous êtes content à Lyon? Très content. Ah, tant mieux, tant mieux. Vous aviez peut-être là-bas une clientèle toute faite? Je l'ai déjà cru d'un tiers. La santé de Madame Bousquet est bonne? Bien meilleure. Aurait-elle été souffrante? Vous ne vous rappelez pas? Ces anciennes migraines dont elle se plaignait souvent. D'ailleurs, vous n'y aviez pas attaché d'importance. Le docteur Knock a aussitôt diagnostiqué une insuffisance des sécrétions ovariennes et prescrit un traitement opothérapique qui a fait merveille. Elle ne souffre plus? De ces anciennes migraines, plus du tout. Les lourdeurs de tête qui lui arrivent parfois d'éprouver proviennent uniquement du surmenage. Car nous sommes terriblement survenus. Je vais prendre un élève. N'auriez-vous personne de sérieux à me recommander? Non, mais j'y penserai. Ah, ce n'est plus la petite vie calme d'autrefois. Si je vous disais que même en me couchant à 11h30 du soir, je n'ai pas toujours terminé l'exécution de mes ordonnances. Bref, le Pérou. Il est vrai que j'ai quintuplé mon chiffre d'affaires. Et je suis loin de le déplorer. Mais il y a d'autres satisfactions que celle-là. Moi, j'aime mon métier et j'aime à me sentir utile. J'éprouve plus de plaisir à tirer le collier qu'à ronger mon frein. Simple question de tempérament. Mais voici le docteur. Messieurs, bonjour, docteur Parpalet. Je pensais à vous. Vous avez fait bon voyage? Excellent. Vous
Vous êtes venu avec votre auto? Non, par le train. Ah bon? Il s'agit de l'échéance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je profitais de l'occasion. Je vous laisse un instant, messieurs. Je monte au 15. Vous ne m'accusez plus maintenant de vous avoir roulé. L'intention y était bien, mon cher confrère. Vous ne nierez pas que je vous ai cédé le poste et que le poste valait quelque chose. Oh, vous auriez pu rester, nous nous serions à peine gênés l'un l'autre. Monsieur Mousquet vous a parlé de nos premiers résultats. On m'en a parlé. À titre tout à fait confidentiel, je puis vous communiquer quelques-uns de mes graphiques. Vous les rattacherez sans peine à notre conversation d'il y a 3 mois. Les consultations d'abord. Cette courbe exprime les chiffres hebdomadaires. Nous partons de votre chiffre à vous que j'ignorais, mais que j'ai fixé approximativement à 5. Oh, 5 consultations par semaine. Dites le double argument, mon cher confrère. Soit, voici mes chiffres à moi. Bien entendu, je ne compte pas les consultations gratuites du lundi. Mi-octobre, 37. Fin octobre, 90. Fin novembre, 128. Fin décembre, je n'ai pas encore fait le relevé, mais nous passons les 150. D'ailleurs, faute de temps, je dois désormais sacrifier la courbe des consultations à celle des traitements. Par elle-même, la consultation ne m'intéresse qu'à demi. C'est un art un peu rudimentaire, une espèce de pêche au filet. Mais le traitement, c'est de la pisciculture. Pardonnez-moi, cher confrère, vos chiffres sont rigoureusement exacts. Rigoureusement. En une semaine, il a pu se trouver dans le canton de Saint-Maurice 150 personnes qui se soient dérangées de chez elles pour venir faire queue en payant à la porte du médecin. On ne les a pas emmenés de force, ni par une contrainte quelconque. Il n'y a fallu ni les gendarmes, ni la troupe. C'est inexplicable. Passons à la courbe des traitements. Début octobre, c'est la situation que vous me laissiez. Malade au traitement régulier à domicile, 0, n'est-ce pas? Fin octobre, 32. Fin novembre, 121. Fin décembre, notre chiffre se tiendra entre 245 et 250. Je crois que vous abusez de ma crédulité. Moi, je ne trouve pas cela énorme. N'oubliez pas que le canton comprend 2853 foyers. Et là-dessus, 1502 revenus réels qui dépassent 12 000 francs. Quelle est cette histoire de revenus? Vous ne pouvez tout de même pas imposer la charge d'un malade en permanence à une famille dont le revenu n'atteint pas 12 000 francs. Ce serait abusif. Et pour les autres non plus, on ne saurait prévoir un régime uniforme. J'ai 4 échelons de traitement. Le plus modeste, pour les revenus de 12 à 20 000, ne comporte qu'une visite par semaine et 50 francs par mois de frais pharmaceutiques. Au sommet, le traitement de luxe. Pour les revenus supérieurs à 50 000 francs, n'entraîne pas moins de 4 visites par semaine et 300 francs de frais divers par mois. Rayon X, radio, massage électrique, médicamentation courante, analyse, etc. Mais comment connaissez-vous le revenu de vos clients? Pas par les agents du fisc, croyez-le, et tant mieux pour moi. Alors que je dénombre 1502 revenus supérieurs à 12 000 francs, le contrôleur de l'impôt en compte 17. Le plus gros revenu de sa liste est de 20 000. Le plus gros de la mienne est de 120 000. Nous ne concordons jamais. Il faut réfléchir que lui travaille pour l'État. Vos informations à vous, d'où viennent-elles? De bien des sources. C'est un très gros travail. Presque tout mon mois d'octobre y a passé et je révise constamment. Regardez ceci. C'est joli, n'est-ce pas? On dirait une carte du canton. Mais que signifient tous ces points rouges? C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque point rouge indique l'emplacement d'un malade régulier à domicile. Il y a un mois, vous auriez vu ici une énorme tache grise. La tache de Chabrière. Plaît-il? Oui, du nom du hameau qui en formait le centre. Mon effort des dernières semaines a porté principalement là-dessus. Aujourd'hui, la tache n'a pas disparu, mais elle est morcelée, n'est-ce pas? On la remarque à peine. Même si je voulais vous cacher mon ahurissement, mon cher confrère, je n'y parviendrai pas. Je ne puis douter de vos chiffres, ils me sont confirmés de plusieurs côtés. Vous êtes un homme étonnant. D'autres que moi se retiendraient peut-être de vous le dire, ils le penseraient. Ou alors, ce ne seraient pas des médecins. Mais, me permettez-vous de me poser une question tour? Je vous en prie. Si je possédais votre méthode, si je l'avais bien en main, comme vous, s'il ne me restait qu'à la pratiquer, Oui. est-ce que je n'éprouverais pas un scrupule? Répondez-moi. Mais c'est à vous de répondre, il me semble. Remarquez, je ne tranche rien, je soulève un point excessivement délicat. Je voudrais vous comprendre mieux. Vous allez dire que je suis dans le rigorisme, que je coupe les cheveux en 4. Mais est-ce que dans votre méthode,
L'intérêt du malade n'est pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin. Docteur Parpalais, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Lequel? Celui de la médecine. C'est le seul dont je me préoccupe. Oui, oui, oui. Vous me donnez un canton, peuplé de quelques milliers d'individus, neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un névropathe, un artérioscléreux, un tuberculeux, ce qu'on voudra. Mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un. Rien ne m'agace comme cet être ni chair ni poisson que vous appelez un homme bien portant. Vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Cela se discuterait, car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades tout à la fois, au lit tout à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. Votre objection me fait penser à ces fameux économistes qui prétendaient qu'une grande guerre moderne ne pourrait pas durer plus de 6 semaines. La vérité, c'est que nous manquons tous d'audace, que personne, pas même moi, n'osera aller jusqu'au bout, et mettre toute une population au lit, pour voir. Pour voir. Mais soit. Je vous accorderai qu'il faut des gens bien portants, ne serait-ce que pour soigner les autres, ou former à l'arrière des malades en activité une espèce de réserve. Ce que je n'aime pas, c'est que la santé prenne des airs de provocation, car alors vous avouerez que c'est excessif. Nous fermons les yeux sur un certain nombre de cas, nous laissons à un certain nombre de gens leur masque de prospérité, mais s'ils viennent ensuite se pavaner devant nous et nous faire la nique, je me fâche. C'est arrivé ici pour Monsieur Raffalan. Ah, le colosse? Celui qui se vante de porter sa belle-mère à bras tendus? Oui. Il m'a défié près de 3 mois. Mais ça y est! Quoi? Il est au lit! Ces vantardises commençaient à affaiblir l'esprit médical de la population. Il subsiste pourtant une sérieuse difficulté. Laquelle? Vous ne pensez qu'à la médecine, mais le reste. Ne craignez-vous pas qu'en généralisant l'application de vos méthodes, vous n'ameniez un certain ralentissement des autres activités sociales, dont certaines sont malgré tout intéressantes? Ça ne me regarde pas. Moi, je fais de la médecine. Il est vrai que lorsqu'il construit sa ligne de chemin de fer, l'ingénieur ne se demande pas ce qu'en pense le médecin de campagne. Parbleu. Regardez un peu ici, docteur Parpalais. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre. Entre 2 parties de billard, jadis, vous n'avez pu manquer d'y prendre garde. Tout là-bas, le mont Aligre marque les bornes du canton. Les villages de Méclat et de Trébure s'aperçoivent à gauche. Et si de ce côté, les maisons de Saint-Maurice ne formaient pas une espèce de renflement, c'est tous les hameaux de la vallée que nous aurions en enfilade. Mais vous n'avez dû saisir là que ces beautés naturelles dont vous êtes friands. C'est un paysage rude, à peine humain que vous contempliez. Aujourd'hui, je vous le donne tout imprégné de médecine, animé et parcouru par le feu souterrain de notre art. La première fois que je me suis planté ici, au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais bien que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me tenir ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons, il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement et des feuillages. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur lampe ou leur veilleuse. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse. M'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions. Quelles sont la voix de mes ordonnances? Songez que, dans quelques instants, il va sonner 10 heures. Que pour tous mes malades, 10 heures, c'est la 2e prise de température rectale. Et que, dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Mon cher confrère, j'ai quelque chose à vous proposer. Quoi? Un homme comme vous n'est pas à sa place dans un chef-lieu de canton. Il vous faut une grande ville. Je l'aurai, tôt ou tard. Attention, vous êtes juste à l'apogée de vos forces. Dans quelques années, elles déclineront déjà, croyez-en mon expérience. Alors, vous ne devriez pas attendre. vous avez une situation à m'indiquer?
La mienne. Je vous la donne. Je ne puis pas mieux vous prouver mon admiration. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous deviendriez? Moi, je me contenterai à nouveau de Saint-Maurice. Oui. Et je vais plus loin. Les quelques milliers de francs que vous me devez, je vous en fais cadeau. Oui. Dans le fond, vous n'êtes pas aussi bête qu'on veut bien le dire. Comment cela? Vous produisez peu, mais vous savez acheter et vendre. Ce sont là les qualités du commerçant. Je vous assure. Vous êtes même en espèce assez bon psychologue. Vous devinez que je ne tiens plus à l'argent dès l'instant que j'en gagne beaucoup. Et que la pénétration médicale d'un ou deux quartiers de Lyon m'aurait vite fait oublier mes graphiques de Saint-Maurice. Je n'ai pas l'intention de vieillir ici. Mais de là à me jeter sur la première occasion venue. Approchez, cher ami. Savez-vous ce que me propose le docteur Parpalais? Un échange de poste. J'irai le remplacer à Lyon et il reviendrait ici. C'est une plaisanterie. Pas du tout. Une offre très sérieuse. Les bras montants. Mais, naturellement, vous refusez. Et pourquoi le docteur Knock refuserait-il? Parce que quand on échange de Hammerless de 2000 francs, on leur offre un pistolet à eau. Les gens qui ne sont pas fous ont l'habitude de refuser. Vous pourriez aussi proposer au docteur un troc d'automobile. Je vous prie de croire que je possède à Lyon une clientèle de premier ordre. J'ai succédé au docteur Merlu, qui avait une grande réputation. Oui, mais il y a 3 mois de cela. Et en 3 mois, on fait du chemin. Et encore plus à la descente qu'à la montée. D'abord, la population de Saint-Maurice n'acceptera jamais. Qu'a-t-elle à voir là-dedans? Nous ne lui demanderons pas son avis. Elle vous le donnera. Je ne dis pas qu'elle fera des barricades. Ce n'est pas la mode du pays et nous manquons de pavé. Mais elle pourrait bien vous remettre sur la route de Lyon. D'ailleurs, vous allez en juger. Madame Rémy, apprenez une bonne nouvelle. Le docteur Knock nous quitte et le docteur Parpalais revient. Ah mais non! Non! Moi je vous dis que ça ne se fera pas! Ou alors il faudra qu'il vous enlève de nuit en aéroplane! Parce que j'avertirai les gens et on ne vous laissera pas partir! On crevera plutôt les pneus de votre voiture! Quant à vous, monsieur Parpalais, c'était pour ça que vous êtes venu! Je n'aurais rien à vous dire que je ne dispose plus d'une seule chambre! Et quoi que nous soyons le 4 janvier, vous serez dans l'obligation de coucher dehors! Bon. Bon. L'attitude de ces gens envers un homme qui leur a consacré 25 ans de sa vie est un scandale. Puisqu'il n'y a plus de place à Saint-Maurice que pour le charlatanisme, je préfère gagner mon pain honnêtement à Lyon. Honnêtement et même largement. Si j'ai songé à revenir un instant, c'est que ma femme ne s'habitue pas à l'air de la grande ville. Docteur Knock, nous réglerons nos affaires le plus tôt possible. Je repars ce soir. Vous ne nous ferez pas cet affront, mon cher confrère. Madame Rémy, de la crainte d'une nouvelle d'ailleurs inexacte, et dans la peur où elle était de laisser tomber son linge, n'a pu garder le contrôle de son langage. Ses paroles ont trahi sa pensée. Et vous voyez, maintenant que ses serviettes sont en sécurité, Madame Rémy a retrouvé sa bienveillance naturelle. Et ses yeux n'expriment plus que la compassion que partage toute la population de Saint-Maurice pour vos 25 années d'apostolat silencieux. Sûrement, monsieur Parpalais a toujours été un très brave homme. Et il tenait sa place aussi bien qu'un autre tant que nous pouvions nous passer d'un médecin. Ce n'était ennuyeux que lorsqu'il y avait épidémie, car vous ne me direz pas qu'un vrai médecin aurait laissé mourir tout ce monde au temps de la grippe espagnole. Quelle chose il faut s'entendre dire. Alors vous croyez, Madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale? Autant que le garde champêtre peut combattre un tremblement de terre. Attendez la prochaine et vous verrez bien si le docteur Knock s'en tire mieux que moi. Le docteur Knock. Écoutez, monsieur Parpalais, je ne discuterai pas d'automobile avec vous parce que je n'y entends rien. Mais je commence à savoir ce que c'est qu'un malade. Eh bien, je puis vous dire que dans une population où tous les gens chétifs sont déjà au lit, on l'attend de pied ferme, votre épidémie mondiale. Ce qu'il y a de terrible, comme l'expliquait l'autre jour encore mademoiselle Bernard à la conférence, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Mon cher docteur,
Ne soulevez pas ici des controverses de cet ordre. L'esprit pharmacomédical court les rues. Les notions abondent. Le premier venu vous tiendra tête. Ne nous égarons pas dans des querelles d'école. Madame Rémy et le docteur Parpalais peuvent différer de conception et garder néanmoins les rapports les plus courtois. Vous avez bien une chambre pour le docteur. Je n'en ai pas. Vous savez bien que nous arrivons à peine à loger des malades. Alors, si un malade se présentait, je réussirais peut-être à le caser en faisant l'impossible. Parce que c'est mon devoir. Mais si je vous disais que le docteur n'est pas en état de repartir dès cet après-midi, et que médicalement parlant, un repos d'une journée au moins lui est nécessaire. Ah, ce serait autre chose. Mais monsieur Parpalais n'est pas venu consulter. Serait-il venu consulter que la discrétion professionnelle m'empêcherait peut-être de le déclarer publiquement? Donc allez-vous chercher là? Je repars ce soir et puis c'est tout. Mon cher confrère, je vous parle très sérieusement. Un repos de 24 heures vous est indispensable. Je déconseille le départ aujourd'hui, et au besoin, je m'y oppose. Bien, bien, docteur. Monsieur Parpalais aura un lit. Vous pouvez être tranquille. Faudra-t-il prendre sa température? Nous recauserons de cela tout à l'heure. Je vous laisse un instant, messieurs. J'ai cassé une aiguille. Je monte en chercher une autre à la pharmacie. Dites donc, c'est une plaisanterie. Je vous remercie de toute façon. Je n'avais pas envie de recommencer ce soir même 8 heures de voyage. Je n'ai plus 20 ans et je m'en aperçois. C'est admirable comme vous gardez votre sérieux. Tantôt vous avez un air pour me dire ça. Oui, un air et un œil. Comme si vous m'aviez scruté jusqu'au fond des organes. Ah, c'est très fort. Que voulez-vous? Cela s'effectue un peu malgré moi. Dès que je suis en présence de quelqu'un, je ne puis pas empêcher qu'un diagnostic s'ébauche en moi. Même si c'est tout à fait inutile et hors de propos. À ce point que depuis quelque temps, j'évite de me regarder dans la glace. Mais un diagnostic de fantaisie ou bien... Comment de fantaisie? Je vous dis que malgré moi, quand je rencontre un visage, mon regard se jette sans même que j'y pense sur un tas de petits signes imperceptibles. La peau, la sclérotique, les pupilles, les capillaires, le souffle, le poil, que sais-je encore? Et mon appareil à construire les diagnostics fonctionne tout seul. Il faudra que je me surveille, car cela devient idiot. Mais c'est que... J'insiste d'une manière un peu ridicule, mais j'ai mes raisons. Quand vous m'avez dit que j'avais besoin d'une journée de repos, est-ce par simple jeu ou bien... Si j'insiste, c'est que j'ai observé sur moi-même depuis quelque temps telle ou telle chose. Et ne fût-ce qu'au point de vue purement théorique. J'aurais aimé savoir si mes observations coïncident avec l'espèce de diagnostic involontaire dont vous me parlez. Laissons cela pour l'instant, mon cher confrère. 10 heures. Il faut que je fasse ma tournée. Nous déjeunerons ensemble, si vous voulez bien me donner cette marque d'amitié. Pour ce qui est de votre état de santé et des décisions qu'il comporte peut-être, c'est dans mon cabinet, cet après-midi, que nous en parlerons plus à loisir.
Encore vous faire part de quelques cas observés qui peuvent se révéler relativement graves. Pour vous présenter cette coupe, cette pièce, cette coupe aussi, mais cette pièce aussi, nous avons eu besoin de beaucoup de malades. Une grande malade, malade du tissu, malade des aiguilles, notre costumière, Delphine. Les photos, clichés, pour les accessoires, notre accessoiriste, Nathalie, dites la doudou. Deux autres grands malades, les malades du maquillage et de la coiffure, Marilyn et Rémi. Un grand malade, un malade du carton. Notre décorateur, Jean-Paul. Bravo. Malade de graphisme, c'est celui qui a réalisé nos affiches, Jean-Robert. Nous avons un malade de toutes sortes. Il est acteur, il est président, il veut faire les lumières, il est dans l'ombre, Didier. Avec tout cela, nous avons un cas que nous pourrions peut-être appeler désespéré. Un overdosé du théâtre, qui, fort heureusement pour vous et pour nous, ne se soigne pas. Notre metteur en scène, André Schafter.
Alors, un grand merci à vous. En tout cas, moi, j'ai soif. Alors, on va peut-être se retrouver en bas, mais on y va. Hein. Bravo.